Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, alors que le premier film, l'Histoire sans fin, fête ses 40 ans, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je reviens ici sur sa suite, première suite, sortie en 1990, L'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre, adapté aussi donc du roman de Michael Ende, alors plus sa seconde partie là, alors que le premier opus c'était la première moitié, mais l'auteur n'a pas du tout adoubé ici ce métrage. Non, pour lui ça s'éloignait beaucoup de son esprit littéraire, mais hop, c'est quand même sorti. Et comme il y a plusieurs années qui se sont déroulées et que là c'est la suite plus ou moins directe du premier film, je pense un an, quelques mois peut-être qui se sont écoulés, ce n'est plus Barrett Oliver qui interprète le jeune héros Bastien, de toute façon il avait quitté le monde du cinéma, mais un certain Jonathan Brandis, qui avait de belles promesses devant lui. La même année, on le retrouvera dans le téléfilm Ça, un de mes chocs de jeunesse, mais malheureusement, ça a été compliqué pour lui et mettra même fin à ses jours, le pauvre. Il n'y a plus non plus Noah Hathaway dans le rôle du guerrier de Fantasia Atreyu, mais un certain Kenny Morrison. Il y en a un qui reprend son rôle quand même, c'est Thomas Hill dans la peau du bibliothécaire Monsieur Coriander. C'est lui qui a le livre d'Histoire sans fin avec Laurine. Voilà. Citons quand même l'antagoniste principal interprété par Clarissa Burt, dans la peau de Xaïd, la méchante sorcière, sorte d'anti-impératrice si vous voulez. Et le père de Bastien, qui a quand même un rôle plus important que le père dans le premier film, joué ici par John Wesley Shipp, son premier rôle au cinéma, mais il aura surtout une carrière à la télévision. Alors j'ai pas parlé du réalisateur, ce n'est plus Wolfgang Petersen, non, mais un certain George Trumbull Miller, qui ne fera rien d'extraordinaire dans sa carrière. Et disons-le que là, cinématographiquement parlant, à certains instants, on va dire, de ce volet, c'est plus en mode téléfilm, évidemment, comparé au monde fantastique de Wolfgang Petersen, qui a peut-être plus de budget aussi, probable. Alors ça reste une coproduction germano-américaine, avec quelques fonds australiens aussi. Et on continue donc à suivre les aventures de Bastien. Déjà dans la vraie vie, ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Il n'est pas forcément apprécié par ses potes, mais il a quelques peurs aussi, notamment le vertige. Il y a cette scène où il monte sur le grand plongeoir de la piscine et il a peur vraiment de se lancer. Il est traité de poule mouillée du coup, parce que il imagine une cascade devant. Ça, c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu, parce que ce film, j'ai dû le voir, je sais pas, moi je dois avoir 10, 11, 12 ans, même. Enfin, je sais pas, peut-être un peu après le premier, comme ça c'est sûr. Mais là, oui, cette introduction... Voilà. Même avant, on le voit, Bastien, il est toujours dans son univers, quoi. Il rêve encore du monde fantastique de Fantasia. Et son père, il aimerait qu'il soit terre à terre. On reprend, on va dire, un petit peu la même introduction père-fils aussi que dans le premier film. Et donc, à un moment, l'impératrice appelle Bastien, parce qu'il retourne voir le bibliothécaire, il voit l'Histoire sans fin. Ah, mais je l'ai déjà lu! Non, tu as déjà lu un livre 2 fois, évidemment, quand on relit un livre, l'histoire change. Aussi une belle excuse pour tout changer, ou presque, dans ce qui se passe à Fantasia. Et Bastien va y retourner là-bas, parce que l'impératrice a besoin de lui, tout ça, et ce n'est plus le néant qui menace, mais le vide. C'est grosso modo la même chose. Toujours le problème des humains qui oublieraient un peu, on va dire, l'idée de l'imagination. Et là-bas, Bastien, alors il retrouve Atreyu, Falcor même, le dragon magnifique. Alors, par contre, il reste lui, visuellement c'est le même. Alors c'est plus la même voix, mais c'est quand même lui. Il y a aussi le mangeur de pierre qui a un fils. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, Et il va arriver dans une cité d'argent avec ce lac acide au tir. Ça c'est tout autour. Bon bref, ça c'est dans le bouquin, mais c'est pas, on va dire, exploité au maximum par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre, parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. L'important, c'est qu'il tombe surtout sur un oiseau qui s'appelle Nimli, qui est assez, on va dire, pas comic relief, mais expressif, qui est à la botte d'une dame malfaisante, donc Xaïd, qui est un petit peu la maléfique, oui, on va penser à Disney dans ce film, vraiment, ça se disneyise un peu, qui veut manipuler donc Bastien en l'obligeant à faire des souhaits avec Laurine pour qu'il perde ses souvenirs. Après, elle pourra le manipuler et être la reine de Fantasia. Ok. Et il va se faire avoir, Bastien, aux grandes dames d'Atreyu et de Falcor. Il va y avoir une petite opposition aussi, évidemment, mais d'abord, les deux vont aller à ce château de Xaïd. Grand moment du film, d'ailleurs, ça je vais y revenir. Et il va se dérouler les choses. En parallèle, le père de Bastien va avoir une implication beaucoup plus importante qu'on pourrait y croire. Oui.
Alors, le fait est que ce film, là, je l'avais déjà vu au moins 2 fois, hein, je crois. Là, j'avais des mauvais souvenirs. Enfin, pas terribles, en fait. Euh, Moins que le 3. Le 3, je suis même pas sûr d'être allé au bout quand je l'avais vu. Peut-être que j'en parlerai un jour du 3. Ça risque d'être assez folklore. Mais là, bizarrement, en le revoyant, j'y ai vu du cinéma. J'y ai vu un intérêt. Alors certes, c'est bien en dessous du premier, voilà, qui aujourd'hui doit être mis à l'honneur et revu pour l'occasion, si vous avez la possibilité, parce que c'est vraiment extraordinaire, l'Histoire sans fin, premier du nom, et le bouquin qui va avec. Mais là, en fait, c'est beaucoup moins mauvais que dans mes souvenirs, dans le sens où, oui, c'est un peu cheap, mais il y a cette introduction qui va avoir un écho à la fin, donc c'est plutôt bien construit, on va dire. Et visuellement, même si sur certaines créatures, c'est pas trop ça, pourquoi rajouter un fils au mangeur de pierre? Pourquoi à un moment on a des sortes de robots jouets enfin, ça n'a aucun sens, même les grands géants là, qui débarquent, je trouve que le design n'est pas terrible. C'est étrange parce que ça pourrait être très bien et menaçant, mais il y a un truc qui est on va dire le mouvement qui colle pas. Enfin, je trouve que voilà, cette sorte de crabe là, humanoïde, robotique, j'adhère pas à cette idée-là. Mais bon, ils ont fait avec les moyens du bord. Mais tu sens que c'est un petit peu aussi pour vendre des produits dérivés. Enfin, tu as une tentative. J'en parlais, hein, de rendre un peu Disney l'ensemble et de tenter quelque chose là-dessus. Bon, ça ne fonctionnera pas spécialement, je pense, hein, par la suite. Mais ouais, c'est moins avec un savoir-faire manuel, à part ceux qui reviennent, Falcor et le mangeur de pierre. Mais c'est moins créatif, sinon, sur cela. Bon, l'oiseau, sympa quand même. Disons que l'acteur derrière et la façon dont il est animé, il s'anime lui-même, en fait, c'est plutôt intéressant. C'est un peu très très appuyé, mais je trouve que ça joue. Par contre, il y a quelque chose de très fort dans le film. Très très fort. C'est l'univers de Xaïd, son château, l'architecture. Il y a des très belles trouvailles dans les décors. On sent un moment avec sorte de profondeur, grandeur là. Même si c'est fait avec, on va dire, les limites d'un budget moindre, ça rend quelque chose dans côté obscur, côté maléfique et fantastique à la fois. C'est vraiment bien joué. Même le design du château, qui est comme une sorte de main qui sort du sol, quoi, qui est la menace obscure qui vient des terres et qui essaye de prendre possession de Fantasia. C'est un peu cette idée-là. Oui. L'idée aussi de la machine à récupérer des souvenirs. Quand bien même Xaïd, en tant que tel, fasse très cliché méchante à la maléfique, comme je disais en intro, je trouve qu'il y a une vraie menace, et il y a vraiment quelque chose, il y a une construction de la manipulation qui fait que Bastien, on souffre un peu pour lui, et on essaye de lui... Voilà, nous, spectateurs, comme si on lisait le livre, on a envie d'appeler Bastien, fais gaffe, tu te fais avoir. Bon, bref. Bon, après, la résolution autour de cela est un peu simple. Ça retourne très vite le truc pour une conclusion pas forcément remarquable, si ce n'est l'écho au vertige et à la cascade, comme quoi il faut affronter ses peurs aussi, pour aller au-delà de l'imaginaire. En fait, pour revenir dans la réalité, il faut affronter sa peur. C'est intéressant comme message, je trouve ça. Et c'est pas fait forcément spécialement ce qu'on a dans le bouquin, mais un peu aussi. L'idée de, oui, se réfugier dans l'imaginaire, c'est bien de continuer à avoir de l'imagination, oui, mais il ne faut pas non plus bannir le réel, et il faut continuer sa propre existence. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. C'est pour ça que d'ailleurs le père intervient, pour aider son fils à revenir au réel aussi. C'est plutôt passionnant ça. Garder un ancrage pour que les souvenirs ne partent pas complètement. Sachant qu'évidemment, le souvenir numéro 1 de Bastien, c'est la mère, qui n'est plus là, hein, qui est décédée. Et quand d'ailleurs il sent que son père va peut-être la remplacer avec une autre dame, dans le 3, ce sera le cas, hein, clairement, oui, ça le perturbe aussi. Mais c'est plutôt intéressant. Et puis j'aime bien Jonathan Brandis. Beaucoup de gens, je me rappelle, avaient critiqué son jeu d'acteur, là, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans certaines de ses réactions, en tout cas pas forcément tout le temps. Et il prend plutôt bien la suite de Barrett Oliver. Alors, je dirais rien sur les autres acteurs, enfin, celui qui remplace Atreyu, bon, c'est très très plat quand même. Bon, l'actrice principale qui fait Xaïd, elle fait ce qu'elle peut dans le côté méchant, cliché, ça passe bien. Mais je suis pas non plus emballé ultimement. Voilà, mais il y a de belles idées qui ne sont pas forcément abouties tout le temps parce que peut-être que il n'y avait pas la possibilité d'eux aussi niveau temps et niveau argent. Mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais donc dans ma tête. Alors peut-être que voilà, j'ai évolué aussi, je suis passé au-delà, et outre la déception et forcément la comparaison avec le premier film, il ne faut pas chercher, voilà, mais bon, est-ce qu'il y avait besoin d'une suite? En soi, il y avait la place, surtout. Puis avec l'Histoire sans fin, tu peux toujours réécrire le livre.
puisque chaque fois ça peut être une histoire différente. Ils auraient pu en faire une franchise ultime. Bon, ils ont essayé avec le 3, mais je pense qu'à un moment il fallait s'arrêter là. Ils ont fait une série aussi d'animation, et une série live action. Il y a eu un peu beaucoup de choses quand même. Hein. Je serais pas étonné qu'un jour on ait un remake. Je serais pas étonné. J'espère pas, hein. Mais je ne serais pas surpris. Avec des CGI et tout, et sans limite. Mais ça sera certainement moins sympathique. Je sais pas. Mauvais feeling là, tiens. On n'en parle pas, hein, parce qu'on fait des remakes ou des suites des années après de à peu près tout, depuis quelques années. On ne touche pas encore à l'histoire sans fin. Ça ne saurait tarder. Au moins que les droits soient bien protégés. C'est la Warner, hein, je crois, qui a les droits. Enfin, en tout cas, c'est la Warner qui produit ce deuxième film. Je sais pas après s'ils ont gardé. Aïe, aïe, aïe. Bref, en tout cas, l'histoire sans fin 2, ça mérite le détour quand même. Alors, voyez-le comme un film un peu à part, de toute façon, même si c'est dur, mais il y a des idées. Faire face à sa peur, la réalité, l'imagination, aller de l'avant quand même, et les designs et décors de certains endroits. Il y a quand même un vrai travail là-dessus. Alors évidemment, c'est moins exploité, on part moins dans tous les sens magnifiquement que dans le premier, mais il y a des moments où tu te dis, il y a un vrai travail architectural. Donc rien que pour cela, bah, je mets un peu plus que la moyenne au revisionnage. Alors que c'était pas gagné là, dans ma tête là, avant de le revoir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Évidemment du premier aussi, hein, n'hésitez pas à mettre un mot à ce sujet, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Enfin aujourd'hui, hier ou demain, comme d'habitude, les vidéos à 1 ou 2 jours près, selon mon planning, peuvent évoluer. Mais en tout cas, il était temps d'en reparler, et donc d'en parler indirectement via sa suite. Peut-être que oui, je parlerai du 3, peut-être l'année prochaine, puisque... Bon, bref, voilà. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!